Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, élection locale du 23 janvier 2022, les coalitions politiques face à l'épineuse question des investitures. Qui occupera quelle place sur la liste? Comment éviter les coups d'éclat? Élément de réponse dans cette édition. Application des nouveaux prix des denrées alimentaires. Le ministère du Commerce met à contribution les délégués de quartier. Ces derniers prennent à cœur leur nouvelle mission. Reportage à suivre. Tous vaccinés avant la prochaine rentrée des classes, les enseignants dénoncent la remontrance du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Ils invoquent le caractère non obligatoire du vaccin contre la Covid. Dans ce journal également, incendie à la résidence La Palmeraie de Sali. Au lendemain du drame, les familles des victimes établies à Saint-Louis sont anéanties. Elles sont originaires de la localité de Saint-Louis. Reportage à la maison mortuaire là-bas. En sport, Afrobasket féminin 2021, les Lionnes ont reçu le drapeau national. Feront-elles mieux que les Lions? La compétition débute dans 5 jours à Yaoundé. C'est un véritable casse-tête pour les formations politiques. Les investitures en prélude aux élections locales. Les coalitions politiques tentent d'éviter les conflits et les coups d'éclat de dernière minute. Alassane Ba et Diafarapa. Les vrais problèmes vont bientôt démarrer. La question des investitures. Moussa Taye dresse 4 types de candidatures. Des candidatures de fantaisie, des candidatures de témoignage, des candidatures de négociation et des candidatures de conviction. Et par rapport à chaque type de candidature, il y a des éléments ou des candidats qui s'activent. Moi, je retiens que seules les candidatures de conviction doivent primer sur les autres types de candidatures. Au sein de Yewwi Askan Wi, c'est l'autre défi qu'il faut relever. Le premier problème a été réglé. C'était la volonté de s'engager ensemble. Et nous l'avons réussi. Aujourd'hui, Yewwi Askan Wi, quand même, regroupe tant soit pour beaucoup de partis et de coalitions qui ont décidé de s'unir pour aller ensemble. Ça, c'était le premier défi à relever. Le deuxième défi maintenant, c'est le défi des investitures. Et là, en fonction du poids des partis, en fonction du contexte, en fonction des localités, en fonction des personnalités, nous allons voir les meilleures équipes possibles. Ils sont nombreux à déclarer leur candidature dans Benno Bokk Yakaar, mais Amady Dieng rappelle qu'il s'agit d'abord d'une élection citoyenne. Et les politiques ont leurs tentacules partout, ils veulent contrôler tout, ils veulent être propriétaires de tout. Et ça pose énormément de problèmes. Alors je pense que d'un point de vue de ma philosophie et de mes convictions, je pense qu'il faut créer un environnement pour que véritablement les élections locales soient une véritable élection citoyenne. Ces querelles de positionnement sont véritablement le fruit de la pléthore des partis politiques. C'est du moins l'avis du politologue Ibou Sané. Il estime qu'il faut faire jouer la démocratie interne. Et la démocratie interne, c'est de poser des règles claires et précises pour que nul n'en ignore. Et que bon, il y a toujours, comme on dit, quand un train arrive, il y a ceux qui descendent et ceux qui montent. Et forcément, on va assister à des difficultés pour certains partis politiques, à des difficultés pour certaines coalitions. Si vous prenez le cas du parti au pouvoir. Il faudrait que le président s'élève par rapport aux contingences partisanes, qu'il regarde les gens selon leur profil, selon leur capacité, selon leur liaison avec les citoyens de la localité. Et il faut qu'il prête une oreille attentive, non pas aux rapports politiciens, non pas aux relations politiciennes, mais à la vie citoyenne à la base. Qui va lui permettre ça? C'était le parti organisé, structuré, qui était lié à la base qui pouvait lui permettre. Et aujourd'hui, j'ai peur que ça soit encore de la subjectivité qui va être développée, la subjectivité qui va être érigée en moyen de prise de décision, et ça va être une catastrophe. Moi, je pense que là où il faudra forcer l'unité, c'est dans les zones où il y a une forte opposition. Aujourd'hui, la charte constitue la constitution de Yewwi Askan Wi. Toutes les parties prenantes y adhèrent et la signent. Volonté et engagement des partis politiques permettront de transcender cette question.
Remous dans la coalition Benno Bokk Yakaar de Taïba Niassène. Le maire sortant est investi candidat de la coalition par des militants, ce que d'autres responsables rejettent au motif que le maire n'est pas habilité à convoquer une réunion d'investiture de la coalition présidentielle. Ces responsables ont d'ailleurs à leur tour investi un membre de l'AFP comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar locale. Voyons tout cela avec Pape Mbaye Diaw et Fally Gaye. Dans la commune de Taïba Niassène, c'est la division au sein de la coalition présidentielle pour le choix du candidat aux élections locales. Le maire sortant soutient que la coalition communale l'a investi candidat à la mairie. Une assemblée générale de la coalition Benno Bokk Yakaar communale de Taïba Niassène, donc à l'effet de nous concerter donc, en vue des élections départementales et municipales en perspective, pratiquement par acclamation. Donc tous ont salué donc, la candidature pour continuer ce que nous sommes en train de faire depuis 2002. Ce que certains de ses camarades de coalition rejettent, d'appeler le responsable de l'AFP, le maire n'est pas habilité à convoquer une réunion d'investiture de la coalition. Si une personne de mauvaise foi vous dit que les responsables de la coalition lui ont donné le feu vert et considérez-le comme de pur mensonge, en fait, je m'en suis ouvert au président Moustapha Niasse. Je tiens à préciser que la coalition Benno Bokk Yakaar ne date pas de la campagne de 2014, lorsque l'actuel maire a obtenu en période de campagne électorale la carte mandataire de l'APR pour acter sa transhumance. Je me perds même sur le nombre de partis qu'il a eu à transhumer. PS au départ, AFP par la suite, RP ensuite, PDS ensuite, et aujourd'hui il se réclame de APR. Du jamais vu. Dans la commune de Taïba Niassène, les responsables se disputent la candidature à la mairie. Les militants demandent à Macky Sall de se prononcer sur cette guerre. RFM Kaolack. Tout autre chose à présent, le syndicat des travailleurs de l'administration fiscale alerte sur la discrimination qui aurait lieu sur le traitement salarial de certains agents à la Direction générale des impôts et domaines. Pour le secrétaire général, ce qui se passe à la DGI est anormal. Pour dire non, ils ont déposé un préavis de grève. Le syndicat compte par ailleurs dérouler un plan de lutte. Ils ont fait face à la presse cet après-midi. Alassane Ba est le secrétaire général du syndicat. Il est au micro de Aminata Mbaresso. Cela fait exactement 6 ans que le syndicat des travailleurs de l'administration fiscale lutte contre un système discriminatoire de gestion du personnel et de répartition des avantages au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines sans résultat. L'instruction 9 qui octroie 63% des avantages à moins de 300 agents et 37% des avantages à plus de 1400 autres continue de prolonger des familles dans la précarité car ayant contracté de près avec le système précédent. Bien que l'instruction soit annulée, elle continue à être utilisée et elle légalise même que des bacs plus 2 gagnent beaucoup plus que des bacs plus 5, plus 6 et même des docteurs. Nous avons déposé un préavis de grève le 3 septembre avec 3 points suivants. La mise en place d'un système de rémunération équitable, la gestion équitable des carrières des agents sans discrimination de corps, le maintien des acquis fonciers. Là aussi, c'est extrêmement grave. Donc, nous prévoyons un arrêt de travail, des marches pacifiques de protestation et une campagne d'information sur les violations manifestes du droit à la DGI. Quand les délégués de quartier deviennent des contrôleurs économiques sur invitation des services du ministère du Commerce, ils se chargent désormais de faire respecter les prix des denrées alimentaires dans les quartiers. Voyons tout cela avec Pape Faragning et Mohamed Cheng. Les délégués de quartier pour le respect des prix des denrées fixés par le ministère du Commerce. Ces derniers saluent l'idée, mais déplorent la forme. Mais moi, à mon niveau, c'est à travers simplement la télé et ma femme qui va au marché en disant bon, les prix ont augmenté ou bien c'est sur cela, mais d'une manière administrative, on ne reçoit, en tout cas, je ne reçois pas des informations. Je suis le vice-président du collectif des délégués de quartier de Grand Yoff, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore été saisi. Je n'ai reçu aucun document.
j'ai seulement entendu l'information via les médias comme tous les délégués de quartier. Transformer ces délégués comme contrôleurs économiques nécessite aussi une large concertation selon eux. Il y a un processus à suivre. Si nous avons le document, nous pouvons réprimander les boutiquiers, mais nous n'avons aucun prix à notre disposition. Donc, nous ne pouvons pas aller dans les boutiques pour les faire respecter les prix. En principe, le délégué de façon doit être informé dès le départ, que ce soit les augmentations, que ce soit les diminutions, que ce soit en tout cas, parce que de façon bon, c'est le rôle, c'est de servir d'intermédiaire. Pour réussir cette nouvelle mission, il faut aussi l'implication des populations. Dans ce cas-là, si les clients venaient dénoncer chez nous qui sommes délégués de quartier, là, nous pouvons prendre nos dispositions et aller voir le boutiquier. Si la population que je suis censé représenter ici vient se plaindre, en ce moment, je peux jouer le rôle d'abord d'information pour savoir de quoi ça ressort. L'appel du ministre du Commerce à l'endroit des chefs de quartier pour contrôler les prix des denrées alimentaires a été bien accueilli par les délégués. Toutefois, il demande à l'autorité d'être plus formelle. Merci Pape Farah. Fatigue, les prix plafonds des denrées comme le riz, l'huile, le sucre déterminés par le Conseil régional de la consommation. Une hausse de 10 à 15 francs est notée sur les prix de ces denrées. Selon les autorités administratives, la hausse est liée à un différentiel de transport sur ces produits provenant de la région de Dakar. Aminata Goudabi et Abdou Karim Bey. Cette rencontre a réuni commerçants, consommateurs et autres autorités administratives. Les prix plafonds pour l'huile, le riz et le sucre sont les mêmes dans les départements de Fatick et de Gossas. Conformément à l'arrêté qui a été nouvellement pris, donc il fallait majorer d'un différentiel de transport pour la région de Fatick. Pour ce qui est du département de Fatick et Gossas, il fallait ajouter un différentiel de transport de 10 francs. Donc le prix du sucre passera ainsi donc de 600 à 610 francs. Le riz ordinaire pour le kilogramme passera de 300 à 310 francs. Pour l'huile en fût, le prix passera donc de 1200 pour Dakar à 1210 francs. Et l'huile en dosette, c'est de 350, ça passe à 360 francs. En ce qui concerne le département de Foundiougne et les zones insulaires de la région, les prix diffèrent du fait de leur position géographique. Donc pour le département de Foundiougne et les îles, donc diffèrent Palmarin et environ, donc on va ajouter un différentiel de 15 francs. Donc ce qui fait que pour ce qui est du riz, donc le prix doit passer de 300 francs à 315 francs, le sucre 600 à 615 francs, l'huile en fût 1200 à 1215 francs et l'huile en dosette 350 à 365 francs. Donc ce sont les prix qui seront applicables à Foundiougne, diffèrent Palmarin et environ. Pour l'applicabilité de ces nouveaux prix, des contrôles vont être effectués régulièrement sur le terrain. Pour le niveau régional, il nous a été demandé donc d'y ajouter simplement un différentiel de transport. Les dispositions seront immédiatement prises. Donc faire de sorte que les commerçants et les consommateurs sachent qu'il y a de nouveaux prix et qu'ils sont applicables. Le gouverneur de Fatick, qui a présidé la réunion du Conseil régional de la consommation, a annoncé une rencontre restreinte pour l'effectivité de ces prix. Les associations de commerçants se sont également engagées à se conformer aux tarifs fixés par les autorités. Merci Aminata Kédougou. Les opérateurs économiques réunis en Assemblée générale n'ont pas trouvé mieux que d'envisager de boycotter tous les produits concernés par l'arrêté du ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises relatif à l'administration des prix de l'huile de palme raffinée, du sucre cristallisé et du riz brisé non parfumé. Et ceci en dépit de toutes les propositions de prix proposées en commission technique régionale. Voyons tout cela avec Ibrahima Diabakhate. L'une des options prises par les opérateurs économiques de la région de Kédougou est le boycott systématique de la vente des produits consacrés par l'arrêté 028-999 du 3 septembre 2021 du ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Le prix de vente est égal au prix d'achat plus frais et bénéfices réalisés. Mais on ne vend pas pour perdre. On l'a dit, nous sommes des responsables. Nous n'allons pas brûler des pneus ni faire lancer des pierres. Non, nous sommes des responsables. Là, ce que je vends, je perds, je l'arrête. C'est automatique. Parce que je paye la location là où je demeure, je paye le courant.
au marché, je paye la location de la cantine, je paye les taxes journalières, les taxes du trésor, les taxes des impôts et domaines qui sont actuellement sur le terrain sans prévenir même le président du marché. C'est une faute très grave. Le Conseil régional de la consommation annoncé par les autorités administratives ce lundi, consacré à une harmonisation des prix, est parti pour ne pas atteindre ces résultats escomptés au regard de l'attitude des opérateurs économiques qui ont déjà annoncé la couleur en rejetant en bloc toutes les propositions de prix faites en commission technique régionale. Et puis le collectif Nyolank annonce une marche à la place de la Nation ce vendredi. Et elle se fera avec ou sans autorisation selon le porte-parole du jour, Pape Abdoulaye Touré, propos recueillis par Cheikh Sadibou Diarra et Mardieng. L'autorité administrative de se prononcer au plus tard 48 heures pour interdire. Les textes ont demandé aux autorités administratives de se prononcer au plus tard 48 heures avant. Hier, le préfet de Guédiawaye a attendu 15 minutes avant la manifestation pour interdire. Il l'a fait aussi, le préfet de Pékin l'a fait, en interdisant une manifestation à 15 heures, alors que c'est l'heure du démarrage de la manifestation. Ce que nous dénonçons, ce que nous allons dénoncer jusqu'à notre dernière énergie, mais nous lançons également un appel à l'endroit de tous les Sénégalais pour le vendredi prochain. Avec, qu'ils le sachent bien, le préfet de Dakar ainsi que ses supérieurs hiérarchiques, avec ou sans autorisation, nous le collectif Nyolank, nous Frappe France Dégage, nous Y'en a marre, nous FDS, nous Africa First, nous And Taxawu Askan Bi, nous allons le vendredi prochain, nous irons au niveau de la place de la Nation pour arracher notre droit constitutionnel, l'opportunité à tout citoyen de manifester partout là où il est, dignement et pacifiquement, et nous allons le faire. L'autre grand titre de cette édition, les enseignants doivent se faire vacciner avant la prochaine rentrée scolaire. C'est une invite de Abdoulaye Diouf Sarr aux enseignants. Seulement, ces derniers invoquent le caractère non obligatoire de la vaccination. Fatou Bintou Conté et Pape Sangoné Mbaye. Les enseignants recevront leur dose de vaccin avant la rentrée des classes. Une annonce du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui leur déplaît. Le SAEMS, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, estime que cette question relève d'une responsabilité individuelle. La question du vaccin relève d'une responsabilité individuelle. On ne peut pas imposer les enseignants du Sénégal à prendre le vaccin. Chacun, en fonction de sa conscience par rapport à la situation, réagira. La preuve, c'est que beaucoup d'enseignants se sont vaccinés avant même l'appel du ministre. Certains aussi ont décidé librement de ne pas se vacciner, comme certains Sénégalais l'ont fait. C'est la raison pour laquelle nous considérons que la polémique, elle est inutile. Le QSEMS embouche la même trompette. Cet autre syndicat précise que juridiquement, cela est impossible. L'autre aspect, c'est sur le plan juridique. Quand il s'est agi de vacciner les travailleurs au niveau des entreprises, le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions a produit une note à l'endroit des employeurs, objet, vaccination et milieu de travail. Et dans cette note, il disait clairement qu'à l'état actuel de notre législation, aucune disposition ne rend obligatoire la vaccination. Même s'il n'est pas contre une telle décision, Ahmad Suzanne Camara estime que des concertations devaient avoir lieu au préalable. La façon dont il a abordé le problème, c'est ça qui pose problème. Alors, parce que je pense qu'il fallait d'abord discuter avec les enseignants, aborder avec eux la question. Vouloir faire vacciner les enseignants, une décision du ministère de la Santé qui actuellement n'agrée guère cette corporation. Merci Fat Bintou. Et allons maintenant dans le nord, paralysie du système sanitaire de la région de Matam. Il n'y a plus que les urgences qui fonctionnent actuellement à l'origine de ce mal. La grève de 48 heures décrétée par les syndicalistes de la SDT3S représentée dans tous les postes de santé de la région. Ils ont tenu un point de presse devant l'établissement. Voyons tout cela avec Ali Bandelian et El Hajli. C'est presque
une paralysie totale du système sanitaire de toute la région de Matam. Les postes de santé sont fermés et il n'y a plus que le service des urgences au niveau des hôpitaux de la région. Les agents de santé, membres du syndicat STT3S, ont massivement suivi le mot d'ordre de grève de 48 heures. Pour leur montrer que le mot d'ordre de grève du STT3S a été observé par l'ensemble des camarades sur l'étendue de la région de Matam. Et nous, ce que nous demandons à l'État, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Nous, travailleurs du système de la santé, préférant rester ici à Matam, nous estimons qu'après 6 ans ici à Matam, après avoir encore réussi un concours national, après avoir obtenu un diplôme de certification nationale avec mention, nous préférons rester à Matam. Je pense que c'est plus bénéfique pour l'État de recruter ceux qui préfèrent rester à Matam que de recruter d'autres qui ne préfèrent pas rester ici à Matam. Nous, ce qu'on demande à l'État, c'est qu'on recrute le personnel sur place. Parmi ce personnel, il y a des infirmiers, il y a des sages-femmes, il y a des assistants infirmiers, il y a des ASC, il y a des matrones, il y a des chauffeurs, il y a des ambulanciers. Nous voudrons que l'État recrute ces gens-là qui sont ici à Matam. Vous pouvez partir dans les services, vous vérifiez vous-même. On a paralysé le système au niveau de la région de Matam. Il y a quelques jours déjà, ils avaient fait face à la presse pour sonner l'alerte sur cette menace. Mais malheureusement aujourd'hui, ce sont les populations de Matam qui vont souffrir pendant 48 heures. Venons-en à notre rubrique en route vers le Magal, un impressionnant dispositif déployé par l'Agence de l'informatique de l'État. 9 sites Wi-Fi ont été installés et 25 caméras disposées dans la ville sainte de Touba. Selon Cheikh Bahoum, directeur de l'ADIE, c'est une manière de lutter contre toute forme de délinquance et de banditisme durant la période du Grand Magal. Ces propos sont recueillis par Pape Balagaï et Talassamp. L'élément n'est pas disponible, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité, c'est aussi cet atroce incendie qui a emporté hier un couple et leur bébé à la résidence La Palmeraie de Saly. Les victimes sont originaires de la vieille ville de Saint-Louis. Là-bas, vous allez le voir, les familles sont encore anéanties. Ousseynou Diop, Habib Seck. Dans la maison mortuaire, tard dans la nuit, les proches et amis font des va-et-vient. Ici, le drame a bouleversé tout le monde. Lucien Sarr est le frère de Madame Tavares. Il a beaucoup hésité avant de parler devant notre micro. Je viens comme ça de Richard-Toll. On m'a annoncé la nouvelle et c'était difficile à croire. Clarisse Marie Rossard est ma sœur. Elle était adorable et très gentille. Vraiment, ça m'a fait très mal. Les proches, eux, sont inconsolables. Maïmouna Gueye loue les valeurs cardinales des victimes, alors que pour Fatou Dieye, c'est tout le quartier qui a perdu des êtres très chers. Depuis 2008, on vit ici avec la famille Tavares depuis 2008. Elle était très disponible, Clarisse parlait doucement et n'avait pas de problème avec les enfants du quartier. Nous sommes tristes parce que nous venons de perdre 3 personnes dans une même famille. Des gens adorables et très polis. Nous sommes des musulmans, mais personne ne pouvait connaître que nous ne sommes pas de la même religion. Aujourd'hui, nous sommes tristes parce que nous avons perdu des personnes dignes. Un drame qui a plongé toute la ville dans la tristesse après la mort des 2 enseignants très respectés. Et le ministre du Tourisme, des Transports aériens s'est rendu sur les lieux du sinistre cet après-midi. Alioune Sarr a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Présenter les condoléances à la famille des disparus suite à cet incendie, ce drame qui a eu lieu ici à Saly. Présenter nos condoléances à toute la famille des disparus et prier qu'Allah les accueille dans son paradis éternel. Ceci doit nous rappeler toujours nos devoirs de vigilance sur les questions de sécurité, mais également sur les normes. Et ça doit nous interpeller chacun en ce qui le concerne pour que nous puissions assurer en permanence la sécurité des personnes et des biens.
Dans l'actualité sportive, les Lionnes feront-elles mieux que les Lions à 5 jours du début de l'Afrobasket féminin à Yaoundé? Elles ont reçu le drapeau national cet après-midi. Après un mois de préparation, place à la compétition. Écoutons là-dessus Oumou Khairissar Elier. Meilleur match. Ça a été un peu compliqué le premier quart-temps, mais on l'a bien géré parce que depuis qu'on est en regroupement, on n'a pas joué match amical avec une équipe. Donc du coup, ça nous a permis de courir. On avait besoin de ça. Le premier quart-temps, ça a été dur parce que on était un peu nerveuse parce qu'on n'avait pas encore joué. Mais bon, après le deuxième quart-temps, troisième quart-temps, on l'a bien géré. Et le match d'aujourd'hui aussi, ça nous a permis de rectifier tout ce qu'on a eu hier et voilà, prendre ce qui est négatif et l'amener avec nous. Bien sûr, on est toujours prête. On sait ce qui nous attend à l'Afrobasket. Donc on est toujours prête. On a le mental bien acquis. Voilà, match contre Guinée. Les deux matchs-là, ça va nous permettre de les affronter bien. Et voilà, nous sommes prêtes mentalement, physiquement, on est prêtes. Et puis en foot, fortune diverse pour les clubs sénégalais dans les compétitions inter-clubs africains. Teungueth FC est condamné à l'exploit après avoir perdu le match aller à domicile face à l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. Djambar de Sali a de son côté décroché sa qualification au prochain tour de la Coupe CAF en surclassant Waria FC de la Guinée. Le récit de Cher Sadibou Diarra. En un week-end, le stade Lat Dior de Thiès a été une scène de déception, puis de joie. C'est dans le cadre du premier tour des préliminaires des compétitions interclubs africains. Teungueth FC et Djambar de Sali, les clubs représentant le Sénégal, ont la poire coupée en deux. En recevant la marche aller de ce tour de la Ligue africaine des champions, le club rufisquois espérait prendre une bonne option sur la qualification. Malheureusement, Teungueth FC a été surpris par le club ivoirien, ASEC Mimosa. Une défaite d'1-0 après l'ouverture du score concédée en début de seconde mi-temps. Gêné par une panne d'adresse due très probablement au manque de compétition officielle pour ces joueurs, l'équipe de l'entraîneur Youssoufa Dabo est condamnée à l'exploit dans une semaine à Abidjan. Et elle en avait réalisé l'année dernière. Le peuple rufisquois peut garder espoir. Pour celui de Sali, c'est la liesse. Djambar est qualifié au prochain tour de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'Académie, qui retrouvait les compétitions africaines 8 ans après sa dernière participation, s'est facilement imposée devant Wakria FC de la Guinée sur le score de 3-0. Un succès obtenu à l'usure en seconde période d'un premier tour joué en un seul match à cause des événements en cours dans ce pays voisin. Djambar de Sali va défier Eyimba du Nigeria au prochain tour préliminaire de la Coupe CAF. Un obstacle à franchir pour continuer l'aventure. Match aller à domicile entre le 15 et le 17 octobre et le retour entre le 22 et le 25 octobre prochain. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez Binta Diallo dans la deuxième partie de Soir d'Info avec son invité ce soir, Babacar Toumbou. Excellente suite des programmes sur TFM.